Eh bien, bonsoir Manuel Bonsoir, Bonsoir, docteur. capitaine Lassac. et bonsoir Laurie. Soyez le bienvenu. Alors, c'est presque une première pour vous. Non, c'est même une Non, première pour vous. Parce qu'en fait, je ne sais plus quand c'était, quand on faisait encore nos réunions à Paris, avant les confinements, vous étiez venu en observateur. tout à fait. Et maintenant, mon cher, vous êtes acteur. Voilà. Donc, soyez le bienvenu. Merci d'avoir fait l'effort, hein, Merci malgré beaucoup. vos nombreuses choses à faire. Bon, alors, il est évident que, bon, c'est dommage, on n'aura pas Pierre aussi avec nous, parce qu'il a eu une petite intervention chirurgicale et il m'a demandé de remettre ça la prochaine fois. Et il n'y a aucun problème, bien entendu. Étant médecin, je ne vais pas être surpris par une chose pareille. Donc, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et bon, il n'y a pas de danger particulier, c'est une opération relativement bénigne et je n'ai pas à rentrer dans les détails. Voilà, à toutes mes amitiés, Pierre, puisque vous allez nous entendre certainement dès que ce sera publié. Eh bien, allons-y les enfants. Alors, on va commencer par une question concernant le front vaccinal. Est-ce que vous avez vu la déclaration du professeur Montagnier à propos de l'origine des variants? Ok, oui, elle est très importante, cette déclaration. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait plaisir, parce qu'en fait, il a mis le doigt là où ça fait très, 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 très mal. Ce qui veut dire, donc, pour résumer la situation, c'est que loin de protéger les gens qui se font vacciner, croyant en la promesse d'être à l'abri, de préserver les leurs, etc., et de pouvoir voyager, de pouvoir aller les uns chez les autres, eh bien finalement, on s'aperçoit que les gens qui sont vaccinés, non seulement peuvent diffuser le Covid, et même des formes plus graves, c'est ça qui est très curieux, mais aussi sont à l'origine des variants. Alors, ça peut paraître bizarre, paradoxal, mais quand on sait que les pays qui ont le plus vacciné sont ceux aussi où apparaissent le plus de variants, eh bien, la boucle est bouclée, la démonstration est faite. Alors, exemple, la Grande-Bretagne, par exemple. La Oui. Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, bien que ce soit absolument dossier défense, on n'en parle pas, bien entendu, nos chers médias. Alors, vous pourriez me dire aussi, mais Israël aussi, ils sont énormément fait vacciner, pourtant on ne nous signale rien. Eh bien, détrompez-vous, quand on voit la presse étrangère qui répercute des informations venant d'Israël, ils ont exactement le même problème, simplement on ne peut pas l'avouer, parce que, comme je l'ai dit, je crois ironiquement lors du dernier entretien, il ne peut rien venir de mauvais d'Israël. Donc voilà la situation, et le professeur Montagnier a vraiment mis le doigt où ça faisait mal, et c'est la démonstration que le vaccin ne sert strictement à rien, simplement de plus en plus souvent de vous envoyer à la patresse. Donc à vous tuer, pour ceux qui ne connaissent pas le latin. Vous avez vu ils vont ouvrir dans pas longtemps la vaccination aux plus de 12 ans. Tout à fait, c'est absolument criminel. Alors que rappelez-vous, il y a quelques mois encore, on nous disait que les jeunes n'étaient pas porteurs, n'étaient pas susceptibles d'attraper le Covid. En effet. Quand on voit cet acharnement à vouloir, étape par étape, vacciner les différentes tranches d'âge, est-ce que ce n'est pas la confirmation de ce que l'on sait déjà, des annonces faites par un certain nombre d'individus, dont Bill Gates, parlant, annonçant qu'il fallait faire la dépopulation mondiale? Donc, la vaccination est une arme de guerre contre les populations. Je laisse le rythme pour la suite pour la prochaine question. Alors, notre entretien du 15 mai dernier a été censuré par YouTube 2 semaines seulement après sa mise en ligne. La raison invoquée, les informations médicales incorrectes. Souhaitez-vous commenter cette énième censure? Bon, je crois qu'on en a parlé parce que ce n'est pas la première fois, loin de là.
Et ce qu'il y a de très curieux dans cette histoire-là, c'est que ce sont surtout les sujets sanitaires qui font tomber le couperet de la censure. Ce ne sont pas des sujets concernant certains lobbies. Non, ce n'est même plus ça. C'est tout ce qui touche aux révélations que nous faisons, ou que je relaye, concernant l'arnaque et le crime des vaccinations. C'est ça qui leur fait peur, parce que d'une part, il y a l'enjeu financier, mais faramineux, colossal. On sait que toutes ces firmes pharmaceutiques qui ont créé leurs petits vaccins se sont largement enrichis par des dizaines de milliards d'euros ou de dollars, si vous préférez. Donc, il y a ça, mais il y a aussi ce qu'il y a de sous-jacent dont je viens de parler il y a quelques instants, c'est que ça met à nu le processus de dépopulation voulu par le mondialisme. Donc, vous voyez, tout ça est intriqué. C'est une alliance diabolique, appelez ça comme vous voudrez. Donc, dans la mesure où on nous supprime systématiquement tout ce qui touche à ce sujet-là, ça montre bien que ce que nous disons est là, hélas, la stricte vérité. Parce que si c'était si facile de répondre à l'argumentation que je donne, que d'autres donnent, je ne suis pas le seul non plus, heureusement, on pourrait nous traiter de menteurs, dire « mais monsieur, vous racontez des histoires, les chiffres que vous donnez ne sont pas vrais, etc. » Or, tout ce que je dis, et d'autres, sont toujours référencés, et ce sont des structures officielles, bien souvent, qui révèlent le poteau rose. Donc là, je regrette beaucoup. Pour YouTube et autres qui sont dérangés, eh bien, ils continueront à être dérangés. De toute façon, on a la possibilité de mettre, et c'est régulièrement mis, grâce à vous d'ailleurs, l'entretien qui a été saboté ou la conférence, puisqu'on va recommencer bientôt, on le met sur Odyssée ou sur BitChute, où il y a d'autres possibilités encore en cas de besoin. La seule chose, et là je me dois de revenir encore une fois là-dessus, c'est que trop souvent, ceux qui nous suivent sur YouTube, c'est très bien, mais quand ils se rendent compte que c'est supprimé, ils n'ont pas le réflexe d'aller sur Odyssée ou sur BitChute, où ils peuvent retrouver ce qui a été censuré. Et là, c'est un manque de discipline dommageable pour l'information. Il serait bon qu'ils cessent de rester figés sur YouTube. Un petit effort, on fait un clic, on fait 2 clics, et on retrouve l'entretien. Et là, la paresse des gens. Alors, on va continuer, on va rester sur ce sujet. L'Académie nationale de médecine, dans un communiqué publié mardi 25 mai, estime qu'il est indispensable de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire de façon progressive. Emmanuel Macron a réagi en affirmant que ce n'était pas sa conviction, mais a tout de même précisé que cette issue n'était pas impossible. Quelle est votre opinion? Je dirais que c'est un magnifique fou cul. Monsieur le Président, au Rwanda, la vaccination n'est pas obligatoire, elle ne l'est pas non plus en France, même si ces derniers jours, l'Académie de médecine aimerait qu'on la rende obligatoire. Est-ce que la position de l'Académie de médecine vous fait réfléchir à nouveau sur ce sujet, ou est-ce que la porte reste fermée sur la vaccination obligatoire? Aucune porte n'est fermée par essence. Nous avons rendu au début du mandat obligatoire plusieurs vaccins pour, en particulier, nos enfants, vous le savez, vaccins qui étaient connus et pour essayer d'éradiquer complètement les maladies qui étaient concernées. Il y avait un avis scientifique fort et un avis éthique qui était aussi très fort sur ces vaccinations obligatoires. La conviction qui est la nôtre depuis le début de la crise, c'est qu'il est plus efficace de miser, au moment où nous sommes, sur la confiance et la conviction. Nous regardons les choses, on nous a dit au début, regardez, vos soignants ne sont pas assez vaccinés. La question s'était posée il y a quelques mois d'une vaccination obligatoire des soignants. Je constate que par à la fois la conviction, par aussi sans doute l'exemple,
Cette vaccination a beaucoup augmenté. Elle est aujourd'hui autour de 75% des soignants qui sont vaccinés dans notre pays. Le travail qui a été fait auprès de nos aînés dans les EHPAD a permis d'atteindre plus de 90% de taux de vaccination. Donc, je crois qu'il est plus efficace de passer par la conviction et aujourd'hui de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Parce qu'il se donne le bon rôle en disant non, non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Et dans le même temps, il dit à la fin, oui, mais peut-être qu'on sera obligé de le faire, à mon grand regret, bien entendu. Non, c'est un Fouquet, bah, ça ne nous surprend pas, nous. Donc, c'est un individu qu'il ne faut surtout pas croire, prendre le contraire de ce qu'il dit, et là, on risque pas de se tromper. Vous ne croyez pas qu'ils ne vont pas plutôt installer un système de, comment dire, très bien, vous ne voulez pas vous faire vacciner, mais vous ne pouvez pas sortir, vous ne pourrez pas aller au cinéma, vous ne pourrez plus. Donc les gens seront obligés par eux-mêmes d'aller se faire vacciner. Mais rappelez-vous le texte de la déclaration de Christophe Barbier que Oui, nous avions sorti, c'était exactement cela qu'il annonçait. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Cela permettra sans doute de faire comprendre à chacun que le vaccin, ce n'est pas seulement l'intérêt particulier de tous ceux qui peuvent être victimes de la maladie, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Henri Cannon, rappelez-vous, oui, on en pourrait effet. refaire un copier-coller à ce sujet-là. C'est d'un cynisme sordide. Non, mais vous savez, il faut commencer à dresser nos petites listes de ceux auxquels il faudra rappeler ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, je vois. Petite liste. Parce qu'on oublie les choses. Qu'ils ne viennent pas après de dire « Ah, mais vous aviez raison, je m'étais trompé, etc., pour essayer de se réintroduire. Et non, ils ne se réintroduiront pas, ils auront un autre sort. Je comprends parfaitement. Je vous laisse, Laurie. J'ai l'habitude de dire les choses carrément, vous savez. Oui, oui, bien sûr, on a La l'habitude. mentalité chirurgicale est quelque peu tranchante. Santé publique France a annoncé un changement important dans le système qui permet de comptabiliser les cas de Covid-19 en France après avoir su évaluer le nombre de malades en comptant plusieurs fois certains patients. Que pouvez-vous nous en dire plus sur cette affaire? Alors, j'avoue que je suis sidéré parce que ça ne colle pas avec le reste des discours officiels. Donc, ils avaient vu en clair que, en fait, pour paniquer les populations, ils ont voulu montrer qu'il y avait un cas épouvantable de gens contaminés par le Covid. Donc, ils avouent qu'ils ont surcompté. Une augmentation de 12%. Comment? Une augmentation de 12%. Peut-être plus. Ils ont reconnu 12% en tout cas. Oui, 12%, c'est déjà ça. Et donc là, c'est l'aveu. C'est l'aveu. Et puis rappelez-vous, j'avais fait comme boutade à plusieurs reprises, c'est magnifique. Maintenant, on ne meurt plus que du Covid. Il est interdit de mourir d'autre chose. Vous ne trouvez pas ça curieux quand même? Et alors, à l'abri de cette thèse pour appuyer leur stratégie, il ne faut tout de même pas oublier que beaucoup de gens n'ont pas pu être soignés et opérés à temps et qui en sont morts. Et on les a catalogués comment? Morts du Covid? Directement, oui.
parce qu'on n'a pas voulu s'en occuper pour gonfler les chiffres. Est-ce que vous vous rendez compte entre les mains de quel salopard, j'ai dit salopard, nous sommes? Alors, on va passer à la prochaine question qui est encore sur le même Covid. Des influenceurs ont reçu une proposition de 2000 € d'une agence présumée londonienne pour qu'ils critiquent le vaccin Pfizer au profit de celui d'AstraZeneca. Est-ce que nous ne serions pas dans une guerre d'actionnaires là-dessus? Alors, oui, sans doute. Sans doute, parce qu'effectivement, l'AstraZeneca est mal parti avec la casse qu'il y a eu, et encore, on ne sait pas tout. L'échange a été très bref parce que j'ai pas donné suite, parce que moi je suis médecin, mes valeurs et mes principes ne sont pas du tout à vendre, surtout quand il s'agit de communiquer des fausses informations aux gens. Le premier contact que j'ai eu, c'est un message sur Instagram me proposant un partenariat. Donc après ça, j'en reçois, ça m'a pas trop étonné, mais c'est plutôt le contenu. Dans ce partenariat, en fait, il y avait une pièce jointe qui était un encart écrit en anglais cette fois, avec toute une série de points où on me demandait de dire de mémoire que le vaccin Pfizer donnait 3 fois plus de mortalité que l'AstraZeneca. On m'a dit qu'il fallait surtout pas mentionner que c'était un partenariat. Fallait vraiment faire comme si c'était mon avis, quoi. L'échange a été très bref parce que j'ai pas donné suite, parce que moi je suis médecin, mes valeurs et mes principes ne sont pas du tout à vendre, surtout quand il s'agit de communiquer des fausses informations aux gens. Cette agence a plein de zones d'ombre. Déjà, elle n'est pas enregistrée au registre des entreprises du Royaume-Uni, où elle est censée être. Son adresse, il suffit de vérifier, pareil, sur des annuaires londoniens. Il y a 177 entreprises au même endroit. Certaines n'existent plus, mais en tout cas, il y en a plus d'une cinquantaine qui sont encore actives. Donc ça ressemble à une boîte postale. Il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de client. Il n'y a pas d'opération réussie. La raison nous porte à croire qu'il n'y a pas grand-chose derrière, en fait. Ça semble pour moi être une sorte de façade. Cette opposition entre AstraZeneca et Pfizer, le côté tirez vos propres conclusions, cette rhétorique qui est effectivement issue des théories du complot, me fait penser à comment la Russie communique autour du vaccin Sputnik V, sur Twitter. C'est minable, c'est dangereux, c'est irresponsable et ça ne marche pas. Parce que les Français sont des gens qui sont intelligents, qui ont compris absolument tout du fonctionnement de la crise sanitaire et de la bonne manière de s'en prémunir, en France et dans le monde. Les Français sont largement majoritaires à souhaiter le vaccin aujourd'hui et je ne crois pas que des velléités, qu'elles viennent de l'extérieur du pays ou d'ailleurs, visant à essayer de faire la communication négative, soient de nature à détourner les Français de la vaccination. Mais ce qui est curieux, c'est que cette information, je l'ai vue sous une autre forme, sur une des chaînes BFM TV ou je ne sais pas quoi, disant que, encore une fois, c'était la faute de Poutine qui lançait le discrédit sur les vaccins. Donc c'est curieux parce que le même fait est attribué à deux causes différentes. De toute façon, ce n'est pas ça le plus important. Quel que soit le vaccin, ils sont dangereux pour des raisons différentes, mais ils sont dangereux et il faut les éviter à tout prix. Et bien là, ce genre d'affaires, ça démontre en fait que les laboratoires essayent à tout prix de se remplir les poches. Et le reste, ils sont voilà. Évidemment, on le sait parfaitement que ce soit Albert Bourla, dont on connaît les origines, comme je l'ai rappelé, celui de Moderna et compagnie, ils sont tous devenus multimillionnaires.
Laurie, je te laisse prendre la suite. Oui. Alors, on se rend compte d'ailleurs à l'occasion de cette affaire-là Oui. qu'on a laissé le traitement des individus dans le monde entre les mains d'une certaine communauté qui tient tous les leviers de l'aspect sanitaire. Alors, soit en tant que directeur de labo pharmaceutique fabricant de vaccins, soit en tant que responsable des services de santé. On en sait quelque chose en France, puisqu'on a eu Dame Buzyn, Oui. on a toujours un certain Jérôme Salomon, on a toujours un certain Martin Hirsch, etc., etc., etc. Donc voilà comment tout l'aspect sanitaire mondial est entre les mains d'une certaine communauté. Bravo. Alors, dans un autre domaine, nous allons prendre une affirmation d'Olivia Grégoire, qui est la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, qui a dit « Je remarque que beaucoup des modérés, des humanistes ont quitté les républicains. Ça fait quand même quelques années que les républicains ont un bateau qui tangue. » Qu'en pensez-vous? Mais je trouve cette déclaration très intéressante. D'abord, son allusion à ceux qui quittent les républicains et parmi eux les humanistes. Quand j'entends parler d'humanisme, d'humaniste, ça fait tilt, égale maçonnerie. Ça, c'est le grand mot. Et tout ce qui touche à la maçonnerie de près ou de loin utilise le terme humaniste. Donc, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que ce sont de bonnes personnes compatissantes envers l'humanité, pas du tout, c'est un mot qui masque autre chose. Bon. Alors, elle est bien gentille de pointer du doigt les remue-ménages au sein des Républicains. Certes, il y en a, effectivement. Et je voudrais signaler par la même occasion, pour répondre à votre question, Laurie, c'est que parmi ceux qui ont quitté, il y a un certain Xavier Bertrand, humaniste, franc-maçon du Grand Orient. Vous voyez la démonstration? Et puis il y a Pécresse aussi, qui n'est pas loin, etc., etc. Donc je dirais que plutôt que de se réjouir de la part de cette personne que vous avez citée, Madame Olivia Grégoire, je me dirais à la place des Républicains, ben, tant mieux, bon débarras de ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu comment comment il s'appelle, le maire de Nice, Ah, Monsieur Estrosi. Estrosi et le maire de Toulon, Hubert Falco, très Oui. proche de la maçonnerie, Estrosi très proche d'Israël, avait tout de même été mis à la porte quelque peu manu militari à la suite de leur volonté de faire des alliances communes avec la République en marche. Oui. Donc c'est pas mal, ils font le ménage, je ne sais pas s'ils arriveront à se mettre d'accord sur un nom qui pourra nous convenir. On verra, on a encore le temps de voir venir d'ici là. Alors, en 2050, 50% de la population française sera métissée. C'est une affirmation de Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting dans l'Aveyron. Est-ce que vous avez vu cette information et quelle est votre analyse? J'ai vu cette information et mon analyse, bon, elle est toute simple, c'est que c'est le souhait de Mélenchon. Mélenchon, rappelez-vous ce que est-ce que c'était dans un entretien ou dans la politique, je ne me rappelais plus. J'ai rappelé dernièrement ses origines. C'est toujours la même haine de la France blanche, catholique. Il faut la submerger pour la détruire. C'est ça son but. Il n'est pas le seul. Léa Attali et compagnie, Bernard-Henri Lévy, Soros et tous ceux que l'on pointe du doigt régulièrement. Donc pas de panique, ce sont mais effectivement, il faut faire attention. Parce que si on n'inverse pas rapidement la courbe, en renvoyant chez eux tous ceux qui n'ont rien à faire chez nous, qui sont criminels, et empêcher de nouveau de venir, c'est ce qui va arriver.
et il aura gagné. Alors, une autre question. Le 29 mai, c'était l'anniversaire du vote historique des Français contre la Constitution européenne. Voulez-vous revenir sur cette affaire et sur le subterfuge de Sarkozy pour contourner la volonté populaire? Excellent, oui, effectivement. C'est joli, joli, joli. Un bon démocrate. Alors, bon. Quelques petites choses à rappeler. Donc, en 2005, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Jacques Chirac avait décidé de soumettre par référendum populaire le projet de constitution européenne auprès des Français. Et alors la stupeur de tous les mondialistes et autres, les Français, en dépit du matraquage médiatique, avaient dit non, 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 on ne veut pas de ça. Et avec une bonne majorité. Bon, on s'était tous réjouis. Ah, pour une fois, ils ont fait un mauvais coup qui n'est pas passé. Eh oui, mais en démocratie, avec les bons démocrates, si on a une élection qui ne donne pas le résultat voulu, bon, qu'à cela ne tienne, on fera revoter les imbéciles. Oui, mais revoter comment? Et c'est là toute l'astuce de Nicolas Sarkozy, dont je ne vous rappellerai pas à nouveau les origines. Voulant à tout prix imposer cette constitution européenne qu'il a fait passer sous le nom du traité de Lisbonne. C'était le 8 février 2008. Et ce bon démocrate, au lieu de le faire repasser par référendum populaire, c'était la moindre des choses tout de même pour voir si les Français n'avaient pas enfin compris leur erreur. Ah mais non, ils risquaient de redire la même chose et ça, on ne voulait pas. Sarkozy, il ne voulait pas. Et alors, comment a-t-il fait? Ah bien, il a fait passer par le vote des députés. Alors, il y a deux leçons à tirer de cela. D'une part, la volonté fanatique de Sarkozy, vous vous rappelez, celui qui disait que quoi que l'on veuille ou non, on ira vers le nouvel ordre mondial. Vous vous rappelez cette fameuse citation que je cite et que je recite. Donc, c'est le fanatisme de tous ces comploteurs, de tous ces gens qui veulent la dictature mondiale contre les peuples. Et puis, l'autre leçon, c'est que les députés ne représentent pas leurs électeurs. C'est la démonstration du mensonge total de la démocratie inorganique. Voilà. Donc, ceux qui élisent un député ne sont pas sûrs du tout que ses volontés seront respectées, puisqu'il suffit que les députés, et on sait qu'ils sont tous plus ou moins soumis à la volonté des lobbies, trahiront la volonté de leurs électeurs. Donc voilà, c'est ça. Moi, je trouve ce genre de fait absolument utile, révélateur, parce que ça montre que la démocratie n'existe pas. Elle n'a existé que du temps des corporations, puisque là, l'individu, rappelez-vous, je le répète sur tous les tons, le citoyen ne votait que sur les choses qu'il connaissait directement. Il n'avait pas besoin de la presse pour lui dire comment il fallait penser. Il n'avait pas de cervelle de papier. Il votait en fonction de son expérience, de son vécu, dans son lieu de travail, avec son travail, et en société, dans la société dans laquelle il vivait. Et là, c'est difficile de tromper. Il voyait tout de suite où étaient ses intérêts. Et ça a été le génie criminel de ceux qui ont préparé la Révolution anti-française, c'est de donner à croire aux citoyens qu'avec un petit bout de papier, il exprimerait sa volonté.
Enfin, voilà ce qu'on fait avec sa volonté. En fait, son bulletin de vote, il y en a certains qui se torchent le cul avec. Alors, le dimanche de Pentecôte, Macron a reçu à l'Élysée deux youtubeurs appelés McFly et Carlito. Que vous inspire cette étrange initiative? Il donne toujours dans le médiocre. En fait, bon, je crois que la préoccupation essentielle de Macron est comment se faire réélire. Et bon, je ne crois pas du tout aux sondages qui semblent indiquer une certaine stabilité. Même parfois, on nous dit qu'il remonte. Oh là là. Et je pense donc qu'il est très préoccupé de sa réélection, lui et ceux qui l'ont amené au pouvoir, et surtout. Donc, il essaye de reconquérir ou plutôt de conquérir des pans de la société, et il veut faire jeune. Il y a aussi quelqu'un qui avait fait dans le genre, c'était un certain Valéry Giscard d'Estaing, quand il voulait faire populo en jouant de l'accordéon. C'est minable. En fait, c'est un mépris de ceux auxquels il s'adresse. Au lieu de les élever, il les abaisse. Donc voilà ce que ça m'inspire. Macron est un minable qui ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas été soutenu par toute une mafia de lobby qui avait besoin d'individus comme lui, malléables, pour pouvoir faire la politique qu'il voulait imposer pour continuer la destruction de la France. Voilà ce que ça m'inspire, cette initiative. Pour rester sur Macron, il y a un scandale de plus à son actif. C'est Sébastien Ozierson, le fils aîné de Brigitte Trogneux, donc Brigitte Macron, qui est devenu en janvier 2016 senior vice-président de la société Kantar TNS Sofres, filiale de WPP, le leader mondial des études d'opinion, basé depuis 2009 à Jersey. Un commentaire? Donc oui, mais c'est un petit peu la démonstration de ce que je viens de dire à propos des sondages. Donc vous imaginez un sondage fait par la Sofres entre les mains de celui que vous avez désigné, donc le fils de Brigitte Macron. Est-ce que vous pouvez penser que ce sont des sondages honnêtes auxquels on peut se fier? J'en doute fortement, mais ça sera quelque chose pour l'aider. Voilà. Alors, les gens qui ne sont pas au courant de toutes ces nouvelles, c'est pour ça qu'il est bon que nous puissions mettre en garde justement en révélant ces informations. Quand on sait qui tient les instituts de sondage, et Sofres n'est pas la seule à être dans ce cas-là. Les sondages aujourd'hui sont devenus une forme de gouvernement pour induire la volonté populaire. Les gens n'aiment pas se croire qu'ils sont tout seuls. Donc, si on leur fait croire qu'il y a une majorité qui est dans un sens, ils auront, pour les plus faibles d'entre eux, en tout cas faibles intellectuellement, tendance à vouloir faire partie de cette majorité, ou soi-disant telle. C'est ça la démocratie, encore une fois. C'est une représentation, mais pas une réalité. Alors, Michel Onfray compare les non-vaccinés à des contaminateurs du sida et à des violeurs de jeunes filles. Qu'est-ce qui vous inspire cette énormité? C'est pire qu'une énormité. C'est ignoble. Absolument ignoble. Alors, le Onfray, vraiment, il me surprend. Parce que, d'ailleurs, je crois qu'on en a déjà parlé lors d'entretiens précédents, déjà depuis un certain temps. Il y a des moments où il dit des choses tout à fait raisonnables qu'on peut absolument admettre, mais parfois il passe pour un opposant. Très curieux. Donc pourquoi est-ce que brusquement cet individu sort un truc aussi énorme? C'est tout de même incroyable. Les non-vaccinés comparés à des contaminateurs du sida. Oui, les contaminateurs de sida,
Violeur de jeune fille. Je me demande si, alors, est-ce que ce type est normal? Bon, je sais aussi avec qui il est marié, donc peut-être une petite influence qui joue. Mais enfin, c'est énorme. Voilà. Donc, bon. Je ne sais pas, par moment, je me dis, mais ce type-là a été placé pour dire certaines choses à certains moments, et bon, en fait, il obéit à la consigne qu'on lui donne. Bah, il y a des hôpitaux psychiatriques aussi. Pour certains. On passe à la prochaine question. Je laisse Laurie prendre la main. Oui, alors. François Bayrou a affirmé dans une tribu publiée par le Huffington Post: assurer notre avenir démographique passe par deux voies, avoir plus d'enfants ou accueillir des personnes d'autres pays. Que vous inspire son affirmation? C'est un lâche. C'est un lâche parce qu'il appartient tout de même à la communauté nationale de par sa naissance. Fanti de ça pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'avenir démographique de notre pays n'est pas assuré. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le haut-commissaire au plan, M. Bayrou, dans son récent rapport. Il manquerait 40 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement de nos générations. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la crise sanitaire n'a rien arrangé puisque, en janvier 2021, la baisse était de 13% par rapport à l'année dernière. Nous passons donc d'un baby-boom des années d'après-guerre à un baby-crack de la crise sanitaire exacerbée par les conséquences d'une politique familiale un peu malmenée, il faut le dire, depuis ces derniers temps. Le gouvernement Hollande porte le deuil de cette politique familiale et il me semble que les choses ne se sont pas bien améliorées. Et pourtant, les Français sont à désir d'enfants et ce n'est pas du mode d'emploi dont ils ont besoin. Que nous propose M. Bayrou? Il nous dit qu'il faut se ressaisir et il propose un pacte national de la démographie avec deux propositions. Avoir plus d'enfants, franchement, c'est presque une lapalissade. Et deuxièmement, un apport migratoire. La seule solution pour rétablir la natalité, le nombre de bras dont on a besoin pour faire fonctionner un pays, c'est de pousser à une politique familiale. Donc faire des enfants français de souche. Mais non, ce type-là est toujours entre deux. C'est un personnage indéfinissable. Il va là où croit que se trouve le vent, et là, en l'occurrence, il donne deux pistes, donc il peut plaire à tout le monde. C'est minable. Et de toute façon, vous savez très bien ce que je dis, et je répète sur tous les tons, nous devons rétablir le droit du sang. Ça commence par là. Oui. Je dis et je répète aussi souvent que cela ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas accueillir tel ou tel immigré, mais en fonction de ses qualités, des qualités qu'il pourrait apporter à notre nation. Mais ce n'est pas indu, ce n'est pas du donner comme ça, gratuitement, sans qu'il le demande, ça se mérite. Ça, c'est notre position indéfectible. Mais j'espère que parmi les républicains, tout au moins celui qui serait porteur de l'étiquette républicaine au prochain présidentiel, il reviendra sur ce sujet et osera dire les choses. Et d'ailleurs, je conseillerais à M. Bruno Retailleau, qui se plaint de ne pas avoir de visibilité parce que les médias font le silence sur lui pour ne parler que de Xavier Bertrand. S'il veut que les médias parlent de lui, il faut qu'il les choque avec une proposition de ce type-là. Alors, je vous garantis que les médias vont s'étrangler de rage. Mais attendez, vous ne croyez pas que s'il fait une déclaration de ce genre, il sera écarté
par la population, par les médias et par la population, parce que les gens vont se dire, oh là là, c'est un raciste. Non, pas dans ce sens-là, Manuel. Écarté, je suis d'accord que ça pourrait l'unir s'il devait être désigné par son parti. Mais je crois au contraire que ça plairait à la population française. Pour ce qu'il nous reste. Donc, peut-être qu'il est prudent à ce sujet-là, parce qu'il se dit que s'il avance trop nettement ses pions, il risque de ne pas être désigné comme candidat des Républicains. Ça, c'est une hypothèse plausible. Oui. Donc, attendons. Attendons qu'il soit nommé candidat des Républicains s'il y arrive. Si c'est lui qu'ils vont choisir, parce que... Lui, à mon avis, relativement, c'est le plus fiable, parce qu'il a tout de même une action utile au Sénat, notamment sur les problèmes de famille, sur tous les problèmes de sexualité contre le genre et compagnie. Donc, pour l'instant, je vois personne d'autre. Hein. Et j'avoue que j'aurais de la difficulté à devoir choisir de voter ou de faire voter pour Marine Le Pen. D'ailleurs, à ce propos-là, je voudrais rappeler une information que j'ai vue tout dernièrement, c'est que Jean-Pierre, je sais pas quoi, Sulzer, qui est un des éléments juifs du Front National, met son poids pour que les éléments encore valables du Front National soient mis dehors. Donc, c'est la police juive de la pensée au sein du Front National, enfin, un rassemblement national. Et ce n'est pas la première fois que j'entends cette chose-là de sa part. D'accord, attendez. La chose qu'il faut savoir, le Rassemblement national a encore des éléments valables. Oui. Je ne dirai pas les noms. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer au sein du parti. Donc, si j'ai bien compris, si les Républicains ne présentent pas un candidat, on va dire entre guillemets potable, on va dire capable de faire quoi que ce soit, vous seriez prêt à faire voter Marine Le Pen? C'est ça le grand dilemme, parce que en fait, tout de même, le danger principal pour nous, c'est Macron. Donc, c'est Macron qu'il faut faire tomber. Oui, mais attendez, ça fait un bon moment que vous mettez en garde envers Marine Le Pen. Je sais. Voilà. Je sais, mais mon cher, la politique, c'est une question de réalisme aussi. On ne peut pas rester toujours figé. D'ailleurs, rappelez-vous qu'à une certaine époque, justement pour essayer de faire basculer les choses en notre faveur au sein du parti, je recommandais à ceux qui seraient tentés de faire de la politique de rentrer au Front National. À l'époque, c'était le Front National. Je me souviens. Malheureusement, je ne pense pas que c'était été énormément suivi. Or, ce genre de manœuvre ne peut se faire que s'il y a vraiment un nombre conséquent de personnes qui jouent ce jeu. En la bouclant, ce n'est pas pour entrer au Front National en disant, voilà, moi, je suis nationaliste, je suis anti-franc-maçon, etc., etc. Non, c'est la boucler. La boucler, c'est faire bien voir de la patronne. Ce qui est toujours valable, d'ailleurs. Donc, je le réitère. Mais hélas, et vous avez tout à fait raison de pointer du doigt qu'apparemment, je me contredis, je serais vraiment désolé de devoir le faire, mais il faut choisir entre des dangers. Et je regrette beaucoup, mais Macron me semble le plus grand danger. Espérons qu'on aura d'autres solutions. Très bien. Bon, dans ce cas, on va passer à des questions. Vous qui me connaissez même quelque peu, même pour Laurie, Pierre, qui, bon, hélas, n'est pas là, vous savez très bien, fondamentalement, je suis un pragmatique. Oui. Je ne suis pas un idéologue. Je défends le nationalisme. Et vous savez très bien que je dis que le nationalisme n'est pas une idéologie. C'est un pragmatisme. C'est-à-dire que tout nationaliste agit en fonction de l'intérêt de la nation et des Français. C'est un pragmatisme.
Si on veut, c'est ça vraiment son idéologie. Mais je n'aime pas le terme d'idéologie parce qu'en général, c'est artificiel. Alors que le pragmatisme, on réagit au coup par coup en fonction de la situation, en jaugeant l'intérêt ou l'inconvénient de telle ou telle décision, ça, c'est pour moi, c'est le nationalisme classique. On va passer à nos milieux. Dans ce cas, Rémi Daillé vient de déclarer que le gouvernement a peur de lui. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire là-dessus? Il faut bien. C'est énorme, vraiment. Alors, vous savez très bien, bon, on a déjà parlé de l'individu à plusieurs reprises. Hein. Oui. Vous vous rappelez que dès le début, j'avais dit, il y a tout de même un petit problème qui me dérange. Quand cet individu disait, voilà, nous allons faire un coup d'État, première sommation au gouvernement, et tatati, tatata. Et alors, ce que je n'ai jamais compris, que je n'ai toujours pas compris, c'est la naïveté des gens qui m'ont écrit ou qui m'ont téléphoné pour me dire « Monsieur Ploncart-Darsac, avez-vous vu ces déclarations? Monsieur Daillé, c'est remarquable, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et j'aurais répondu « Mais écoutez, est-ce que vous croyez que quand on veut faire réellement un coup d'État, on l'annonce en menaçant le gouvernement qu'on va le faire ?» Alors les gens restaient quoi? Une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Mais voilà, ils ne pensent pas. Ils réagissent comme des éponges à une image et ils ne pensent pas à la conséquence de ce qui est dit, de ce qui est annoncé. C'est fabuleux. Alors, il y a ça. Bon, je regrette beaucoup. Alors, bon, je suis navré, mais je vais encore devoir revenir sur Bourbon. Bourbon qui se met à pleurnicher dans les colonnes de Rivarol sur le malheureux sort de ce Daillé. Et Daillé qui est mêlé à l'affaire de la petite Mila, qui s'est enfui, je crois que c'est en Indonésie, non, en Malaisie. En Malaisie. Oui. Et il vient de se faire arrêter en Malaisie. Ah ben c'est pas du tout parce qu'il c'est un dangereux complotiste. C'est parce qu'il est rentré illégalement en Malaisie, c'est tout. Alors voilà, c'est ça qui m'exaspère avec Bourbon et avec Rivarol. C'est que ça donne comme héros des individus type Daillé aux populations. Donc à quoi sert ce journal? Je suis navré, ça va pas faire plaisir à Bourbon. Mais quand je vois ça, je me dis, mais Bourbon, est-ce que vous êtes libre ou est-ce qu'on vous impose certaines choses? Il y a un problème. Alors, je pense aussi qu'il doit y avoir une raison à ça, c'est que je ne pense pas que le lectorat de Rivarol s'améliore particulièrement. Et une des hypothèses pour expliquer ces différentes positions étranges, notamment, il continue à soutenir Hyssen. Et il a même fait un coup tordu à Soral, qui avait mis en garde tout récemment Hyssen, on en a parlé dernièrement. C'est qu'on dirait qu'il cherche à rassembler différents types de publics qui sont tout à fait incompatibles avec la soi-disant ligne nationaliste qu'il prétend incarner. Et je répète encore une fois, il y a un problème. Alors, quand on voit qu'il, non seulement il fait la publicité pour Daillé Wiedemann, dont on connaît, on se doute un petit peu des origines lui aussi, qui fait la pub de Conversano aussi, par la même occasion, de Hyssen, je regrette beaucoup, ce n'est pas notre tasse de thé, pour nous, ce sont plus que des douteux, mais je suis poli. Voilà, chers amis. Alors, pour un autre sujet, en parlant de douteux,
ça va être un peu dans le sujet. À propos de l'agression lors de la procession le 30 mai de fidèles à Ménilmontant pour commémorer le souvenir des catholiques mis à mort par la Commune de Paris, Bernard Anthony, dans son blog de la Griffe, en impute la responsabilité à toute une camarilla d'ultra-gauche, de communistes et d'antifa. Est-ce que Bernard Anthony n'oublie pas quelque chose comme à son habitude? Bravo, Laurie. Alors, qu'est-ce qu'il oublie? Communiste? Ah bon? Mais est-ce que le communisme n'est pas une création juive? Et le gauchisme n'est-il pas influencé justement par les thèses juives? En fait, le gauchisme, c'est quoi? C'est un espèce de communisme, je dirais dévoyé, parce qu'il n'a pas la rigueur du communisme. Donc voilà, on agite les populations en disant toujours la même chose, les communistes, ça ne mange pas de pain, ça fait peur, mais je regrette beaucoup, ceux qui sont derrière sont toujours les mêmes. Et ça, Bernard Anthony, du fait de ses origines, se garde bien de le mentionner. Ce qui explique d'ailleurs son fanatisme anti-musulman, c'est qu'il ne fait jamais aucun procès à des rabbins ou à des hommes politiques, israéliens ou juifs de France, pour des déclarations haineuses contre le christianisme. Le Talmud et ses déclarations blasphématoires n'ont jamais dérangé le petit Bernard Anthony. Voilà ce que... Donc vous voyez, la question tombe tout à fait à propos et ces déclarations tombent complètement à plat parce qu'il ne nomme pas encore les véritables criminels dans cette affaire. On va passer à l'étranger pour les prochaines questions. Alors, pouvez-vous revenir sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine occupée? Oula, il se passe beaucoup de choses totalement inattendues. Alors, tout ça a commencé par des tensions sur l'esplanade des mosquées, notamment autour de la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e site religieux de l'islam. Et c'est constant. Il y a chaque fois, à chaque gros événement pour la communauté musulmane, des tentatives de provocation israélienne, soit par des colons, soit par les gens du pouvoir, parce qu'ils veulent à tout prix récupérer l'esplanade des mosquées, et donc la mosquée en question. Ça fait partie de leur stratégie d'éviction systématique des Palestiniens de leur terre. Alors, il s'est passé 2 choses. Premièrement, ça a créé à nouveau des réactions, et rappelez-vous, ça avait été déjà la raison de la première intifada, et c'était déjà Netanyahou qui en avait été responsable par ces provocations. Donc, vous voyez, c'est du bis repetitas. Il continue toujours à essayer d'exacerber et de provoquer les musulmans de façon à pouvoir ensuite, grâce aux médias, se draper en victimes des musulmans, alors que ce sont les musulmans qui sont agressés. Bon. Alors, il y a eu une réaction deux réactions à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est que pour une fois, les musulmans, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, c'est-à-dire les musulmans vivant en territoire d'Israël, volés, bien sûr, se sont mis à réagir, et violemment. Ce n'était pas du tout prévu. D'où un début de crainte de la part des Israéliens. Parce qu'il est évident tout de même que les musulmans en Israël sont tout de même assez nombreux et que s'il y avait une réaction organisée contre l'État d'Israël, ça pourrait faire très mal. Et puis, il s'est passé quelque chose de très curieux.
c'est qu'en réponse aux provocations israéliennes, le Hamas s'est mis à bombarder les principales villes israéliennes, et pas simplement celles de la frontière, en profondeur aussi, avec des fusées artisanales. Qui n'ont rien à voir à faire avec les fusées modernes, guidées, etc., par tous les systèmes possibles et imaginables. Artisanales. Et ils ont tablé sur la quantité, c'est-à-dire l'envoi simultané de plusieurs dizaines ou centaines de ces missiles contre les cibles. Et alors là, ça a été une très, 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 très mauvaise surprise pour les autorités israéliennes, et surtout militaires, c'est qu'ils se sont rendus compte que leur fameux système de défense anti-aérienne, anti-missile qu'on appelle dôme de fer, s'est révélé de façon alarmante pour eux, quelque peu impuissante, puisqu'il y a eu de la casse, il y a eu des morts du côté des Israéliens, et ça c'est une première. Parce que jusqu'à présent, c'était les Israéliens qui s'amusaient à bombarder Gaza, sans défense, faisant des centaines, au fur et à mesure, des centaines de milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, et dans le silence assourdissant de la communauté internationale, ce qu'on appelle la conscience universelle, n'est-ce pas? Et alors là, évidemment, mauvaise surprise, c'est un réveil quelque peu douloureux. Et on en est là. Et il y a une chose qui m'a surprise, c'est de voir tout de même avec quelle facilité, relative rapidité, Israël a accepté un cessez-le-feu, ou a voulu un cessez-le-feu. C'est au point que certains disent que finalement, c'est le Hamas qui a gagné. Bon, n'allons pas jusque-là, mais il a porté des coups très durs à Israël. Et on peut se demander si les Israéliens continuent ce petit jeu-là, ils ne sont pas en train de signer la fin de leur État. Parce que si on ajoute les faibles moyens du Hamas, parce que ça a fait pour Israël, avec les moyens du Hezbollah libanais, rappelez-vous l'échec d'Israël lors de l'invasion d'Israël en 2006, où malgré tous les bombardements sur les principales villes libanaises, du fait de la résistance du Hezbollah, Israël est obligé de se replier et de partir la queue entre les jambes. Et puis à l'Iran, et puis à la Syrie. Et si tout ce monde-là se met ensemble, Israël risquerait de bien voir ses derniers jours comptés. Et c'est pour ça que déjà depuis plusieurs mois, je dis que pour moi, les jours d'Israël sont comptés. Alors attendons, voyons venir. Mais je pense que si un jour on devait essayer de trouver, enfin on devait réussir plutôt, à trouver une solution au conflit israélo-palestinien, où on déplace les Israéliens sur un autre territoire, disons non peuplé, ou très peu peuplé, ça pourrait être l'Arabie saoudite après tout. D'autant que, comme vous verrez dans le prochain numéro de la politique, je mets en lumière les origines juives de la famille saoudienne. Et donc ce serait une possibilité. Et puis l'autre possibilité, ce serait effectivement certainement pas ce qui a créé ni à l'une des parties ni à l'autre. C'est un État avec deux nations. Mais pour cela, il faudrait que les États-Unis cessent de renflouer régulièrement les finances d'Israël et lui fournir ses armes les plus modernes. Donc tout est entre la main des États-Unis. C'est pour ça que je souhaite ardemment que la tactique de Poutine à la fois des dédollarisations et par ses capacités militaires retrouvées aujourd'hui amène à l'effondrement de la puissance américaine. Et ce sera pour le mieux pour la paix du monde. Voilà.
Alors, toujours dans international, que pensez-vous du détournement d'avions imputé à la Biélorussie pour mettre la main sur un dissident? Vous savez, quand on veut se débarrasser d'un dissident, il y a moyen de faire les choses plus discrètement. Non, faut pas rigoler. Alors, j'ai vu une chose intéressante à ce sujet-là, c'est un ancien pilote à la retraite. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Attendez, que je retrouve ça. Bon, disons en gros. Ah oui, je l'ai. C'est Peter Eisenkow, un ancien pilote à la retraite, qui après l'analyse des échanges entre les pilotes de Ryanair, puis c'est un avion de Ryanair qui a été détourné, et la tour de contrôle de l'aéroport de Vilnius, l'avion n'avait pas été forcé d'atterrir, mais se préparait à atterrir par décision de son commandant de bord. Ça change tout de même un petit peu les choses et l'éclairage de l'affaire. Alors, évidemment, il peut y avoir différentes hypothèses à cette décision du commandant de bord, soit parce qu'il avait décelé un problème mécanique à bord et il voulait atterrir le plus vite possible pour la sécurité de ses passagers, soit c'est une thèse qui a été lancée sur Internet, qui ne nous surprendrait pas particulièrement, c'est que ce serait une opération false flag de la bande à Soros et compagnie pour diaboliser le président de la Biélorussie, Loukachenko, et par la même occasion, bien entendu, n'aura-t-on pas une occasion de diaboliser un peu plus ce malheureux Poutine. Donc voilà, mais je répéterai simplement, quand on veut se débarrasser d'un opposant, il y a des moyens plus discrets que ça. Mais, attendez, ce qui a été dit, c'est qu'il y a eu une menace à la bombe et que l'avion a atterri à cause de ça. Et que tout a été fouillé et en fait, ils ont profité de cet atterrissage forcé pour mettre la main sur ce dit monsieur, soi-disant dissident ou je ne sais quoi. Évidemment, sur Internet, il y a des gens qui ont dit oui, mais ça, c'est la main de la Russie. Je suis sûr, c'est les Russes qui veulent se débarrasser de cet homme-là. Donc, ça, c'est la thèse qui a été annoncée dans toutes les chaînes, qu'il y a eu une menace de bombe à bord. Donc, c'est pour ça que le pilote a décidé d'atterrir dans l'aéroport le plus proche. Ouais, mais ça rejoint ce que j'ai dit il y a quelques minutes, justement. C'est que le pilote, probablement pour une raison de sécurité, soit problème de mécanique ou autre, oui, avait estimé qu'il était bon d'atterrir au plus vite. Donc, j'avoue que cet aspect-là de menace de bombe à bord, je n'avais pas vu. Mais mon commentaire, je le maintiens. Oui. Le pilote, si réellement c'est le pilote qui a pris la décision de faire atterrir son avion, c'est qu'il a eu une raison. Oui, en effet. On l'a connaît ou on croit le connaître, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça le fond du problème. Et ben, depuis, apparemment, il y a quasiment toutes les compagnies aériennes évitent la Biélorussie. Ils passent tous à côté ou personne passe à travers. Mais vous aurez vu que Poutine leur a rendu la monnaie de la pièce, notamment à Air France. Oui, j'ai vu. Interdit de survol de certaines régions. Oui, en effet. Il ne faut pas jouer à cette... Il se croit tout permis. Il se croit encore du temps de l'action de Bush, George W. Bush, contre l'Irak, où il est rentré dans le beurre parce que l'Irak n'était pas la 4e puissance mondiale militaire, mais c'était des gens qui étaient peu armés, etc. Donc il a fait le ménage comme il voulait. Donc, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, il y a un certain Vladimir Poutine avec ses alliés
Et il faut en tenir compte. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Donc, ils essaient de déstabiliser Poutine par toutes sortes de fausses informations. On est habitué, les false flags, on connaît. Hein. Et n'oubliez pas que false flag est une expression inventée par des Américains. Oui. Je pense que j'en parlais déjà dans mon livre le complot mondialiste et j'ai prolongé dans mon dernier livre Lord of Chaos. C'est Paul Watson, je crois, un ancien des renseignements américains qui a sorti cette. Donc, c'était pour pointer du doigt, justement, cet aspect d'action sous fausse bannière, false flag, c'est ça que ça veut dire, sous fausse bannière, pour pointer du doigt une chose envers un adversaire qu'on veut éliminer. Oui, tout à fait. Tous les attentats que l'on a eus en France et ailleurs en Europe, c'est ça. Et on représente un faux ennemi de façon à ce qu'on n'aille pas chercher le véritable ennemi. Alors, le 26 mai dernier ont eu lieu les élections présidentielles en Syrie, marquées par un triomphe, encore un, du président Bachar al-Assad. Qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire, ainsi que la situation sur le terrain face à l'Alliance sioniste occidentale? Ils sont bien embêtés, hein, parce que, évidemment, le petit jeu atlantiste sioniste contre la Syrie, de même que tous les pays du Moyen-Orient, toujours en vue d'un peu chercher à imposer le grand Israël, grâce à la Russie et grâce à la ténacité de Bachar el-Assad, ça n'a pas réussi. Bachar el-Assad reconquiert calmement, au fur et à mesure, toutes les provinces qui avaient été perdues au bénéfice de l'État islamique. Rappelez-vous le nombre de fois où je l'ai cité, qui est le patron de l'État islamique. Simon Elliott. Simon Elliott, et non pas Baghdadi. Simon Elliott qui est un agent du Mossad. Donc voilà, si on ne connaît pas toutes ces petites indications, toutes ces petites informations qui éclairent le paysage d'un autre éclairage que celui que les médias veulent nous en donner, eh bien tout s'explique. Donc c'est pour ça qu'ils sont furieux de cette victoire triomphale de Bachar el-Assad. Et en fait, les Syriens, ils le remercient de cette ténacité, d'avoir tenu à maintenir son pays, à reconquérir son pays. Voilà, c'est ça. Et rappelez-vous une de mes devises, la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Et j'aimerais que les Français d'aujourd'hui l'appliquent chez eux. Alors, une autre question. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni et la Suède pour leurs pratiques en matière de surveillance de masse. Quelle est votre analyse sur cette affaire? Et répétez voir. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni et la Suède pour leurs pratiques en matière de surveillance de masse. Je trouve qu'il ne manque pas d'air parce qu'il y a d'autres pays aussi auxquels on pourrait penser. Hein. Pourquoi pas la France? Oui, mais déjà commencer par ces deux-là, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça occulte le rôle tout de même beaucoup plus important, je trouve, de la France notamment et de l'Allemagne. Donc, il y a une manœuvre là de se donner le beau rôle, vous voyez, nous surveillons, nous condamnons, etc. Ah oui, mais condamne pas les deux principaux auteurs de cette politique, la France et l'Allemagne. La Suisse a décidé d'en finir avec les négociations sur ses relations avec l'Union européenne, estimant notamment que cela mettrait en péril sa politique migratoire. Quelle est votre opinion de cette affaire? Ils ont raison. Ils se défendent.
de l'immigration, de l'invasion migratoire. Bravo. Et voulez-vous que je vous dise autre? Ils ont raison. Si on était gouverné par des gens qui aiment notre pays, c'est ce qu'ils devraient faire. Or, ils font exactement le contraire. Donc, ils n'aiment pas notre pays. C'est un syllogisme, ça. Non, c'est très bien. Ils ont raison. J'avoue qu'il y a tout de même des capacités, des ressorts chez les Suisses assez curieuses, c'est surprenant. On ne peut que s'en réjouir. En effet. On passe à la prochaine question concernant une fois de plus Emmanuel Macron. Oui, vas-y. Alors, après le discours d'Emmanuel Macron au Rwanda, qui a reconnu les responsabilités de la France, Marine Le Pen a regretté une repentance permanente, alors que Jean-Luc Mélenchon, toujours lui, a salué les propos du président. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propos? Ça montre encore une fois que ce président de la République dite française a la haine de la France. C'est pas compliqué. Et nous sommes coupables de tout. Ben, j'en regrette beaucoup. Bon, certes, la colonisation n'était certainement pas parfaite, mais enfin, quand même, on les a tirés de l'état de décomposition dans lequel ils étaient, de toutes les épidémies qui sévissaient, et tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a laissé, tout ce qu'on leur a donné. Et après, bon, vous savez très bien, on a déjà parlé de ça, certaines déclarations d'Algériens sont ignobles, parce qu'ils crachent dans la soupe qui les a nourris, qui leur a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce Macron est vraiment, une fois de plus, ignoble. Il se comporte comme un traître. Pas d'autre terme, c'est un traître. J'en arrive à bafouiller tellement je suis hors de moi. Pourtant, je suis calme en général. Mais par contre, qu'est-ce que Mélenchon, bis repetitas. Hein. Oui, et Marine Le Pen, qu'est-ce que vous... Alors, elle regrette... Elle a raison. Mais voulez-vous que je vous dise? Elle a raison. Elle est dans son rôle. Sur ce point, vous lui donnez raison. Alors, elle, ici, par rapport au Rwanda, elle regrette une repentance permanente. Alors, peut-être sur d'autres sujets qu'on va pas évoquer ici, elle ne dit pas la même chose. Et oui, parce que c'est un sujet beaucoup plus brûlant. Ah, voilà. Mais Emmanuel, j'en suis parfaitement conscient. Mais simplement, il faut prendre ce qui vient quand on peut l'utiliser. C'est tout. Non, je vais évidemment pas lui donner tort. Je ne peux qu'applaudir cette déclaration que l'on aurait aimé voir de la part de certains autres hommes politiques. On passe alors à la prochaine question. Dans un entretien avec le magazine Zadig, Emmanuel Macron a jugé la France pétrie de corporatisme. Il a également assimilé le mouvement des Gilets jaunes aux jacqueries, y voyant le symptôme d'un retour de la violence dans la société. Que pensez-vous des dires du président? Je répondrai de façon très simple et très concise. À qui la faute? Si les Français réagissent, quelque peu maladroitement, vous savez très bien ce que j'ai dit depuis longtemps au sujet de la révolte des Gilets jaunes. Mais c'est tout de même un symptôme que le peuple de France n'est pas heureux. Sous Macron, entre autres, puisque Macron n'est que la suite de ses prédécesseurs de mêmes origines. Donc, les Français n'auraient pas à réagir si tout était plus ou moins supportable encore. Ça devient insupportable, donc ça fait réagir. Et je suppose que dans la dictature sanitaire que nous vivons, sur laquelle il a sauté à pieds joints, c'était fondamentalement pour couper court à toutes les manifestations en France. Donc on va voir la suite. Alors là, maintenant, il fait semblant de libéraliser la situation parce qu'il y a les régionales qui s'approchent et il crée un désastre pour ses troupes. On verra. Et vous savez,
il ne faut jamais avoir une position rigide par rapport aux événements. Bon, vous me chatouillez tout à l'heure sur Marine. Je savais très bien ce que je pense de Marine. Bon. Mais il y a des cas où on doit soutenir en fonction de telle ou telle déclaration. Et s'il y a une déclaration qui nous déplaît, ben on le fait, on l'a déjà fait, et on continuera à le faire. Donc, c'est tout. Et puis surtout, il faut essayer par nos amis à l'intérieur, par ceux qui pourraient rentrer à l'intérieur discrètement, faire pression pour modifier petit à petit et pousser le parti à évoluer autrement. Contrairement au souhait de M. Sulzer. Alors, n'oubliez pas que Sulzer, c'est Le Pen père qui l'a amené. Hein. Donc, c'est pas Marine. Avec c'est ça, la responsabilité, entre autres, d'un Le Pen. N'oubliez pas mon livre, Histoire d'une trahison. Alors, une chaîne de télévision catalane a diffusé un clip parodique visant Manuel Valls après que celui-ci a annoncé son retour en France, quittant ainsi son poste de conseiller municipal à Barcelone. Alors, étrangement, avant son départ, la Cour des comptes espagnole révèle avoir détecté des dépenses de campagne non déclarées d'un montant d'environ 190 000 euros. Dans son rapport, l'institution indique que la candidature de Manuel Valls n'est pas conforme à la loi de financement des partis. Est-ce que vous te livrez une analyse sur cette situation? Merde, quand même. Bon, alors ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Vous connaissez là aussi les origines de Valls. Et donc, ce sont des comportements classiques de la part de ces gens-là. Ils se croient à l'abri de tout, qu'ils peuvent tout se permettre. Bon, apparemment, les Catalans n'ont pas apprécié son arnaque. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir Valls vouloir jouer un rôle en Espagne, puis voyant que ça ne marche pas, qu'on le rejette parce qu'on ne le prend pas au sérieux, revenant en France pour apparaître en grand défenseur de la démocratie et de la République. Donc, oui, il en fait partie, effectivement. Donc voilà, non, c'est un individu misérable, un misérable individu si vous préférez. Moi je m'appelle Manuel Valls, tornaré a París, fa molt que no mano, el que em diguin jo faré. Puc ser el president o un caça gitano, potser fundaré un partit. No m'importa si és de dreta o d'esquerra, moi je m'appelle Manuel Valls. Au chapitre politique, Manuel Valls quitte la mairie de Barcelone et revient s'installer définitivement en France. Il annonce revenir définitivement, oui, définitivement en France, un peu comme quand il avait dit en 2017. M'installer définitivement à Barcelone. Me'n torno a França, però enyoraré el passejar aquí a la Rambla. Francesc Macià, la Diagonal, fer una orxata. Anar al Parc Güell, etern gaudir, m'encanta Barna. Moi, Manuel Valls. L'errance géographique de Valls est à l'image de l'errance idéologique du Parti socialiste. Le PS ne sait plus où il habite. Manuel Valls. Manuel Valls. Adéu, Ajuntament de Barcelona! Mai t'oblidaré! Perdoni, això és la Generalitat i aquí està l'Ajuntament. Mai me'n recordaré, però ara ja és igual. Apa, que us bombin! Oui, ça c'est vrai, mais bon, le problème c'est que je suis persuadé qu'il va se présenter, c'était où son fief déjà, à Évry, je crois.
Il va peut-être se représenter là-bas, il va encore remporter la mairie, et les gens vont vite oublier que... Peut-être. Bon, c'est une possibilité, et là, évidemment, ça sera très regrettable, mais il est évident qu'il cherche à se relancer, et puis tous ces petits potes coreligionnaires vont tout faire pour qu'il soit réélu, c'est évident, pour lui redonner une carrière en France. Il n'y a qu'une seule règle qui doit prédominer, c'est que nous ne pouvons pas accepter les actes racistes, les actes antisémites, les actes anti-musulmans. Vous permettez, monsieur, les actes anti-musulmans. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine à l'égard de quiconque. Donc, cette parole, monsieur, si vous êtes d'accord, donc cette parole de haine, ou les gestes qui sont des paroles de haine, doivent être combattus. Et ils le seront avec une très grande détermination par le gouvernement. Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Les actes anti-musulmans, vous permettez, monsieur, les actes anti-musulmans. Belle image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs? Monsieur, si vous êtes d'accord. Donc cette parole de haine. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Ou les gestes qui sont des paroles de haine doivent être combattus. Et ils le seront avec une très grande détermination par le gouvernement. Oh chéri, il a échoué en Espagne, il faut le récupérer, voyons, un individu aussi précieux. Ah bah surtout, n'oublions pas la campagne qu'il a menée quand il était ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Tout ce que j'ai sorti à son sujet, rappelez-vous la férocité de sa répression contre la manif pour tous. Oui, par exemple. Hein? Comment des femmes, y compris enceintes, des vieillards, ont été traînées. Il voulait faire peur. C'est toujours la stratégie des partisans de la République. Quand ils se sentent débordés, ils agissent d'une brutalité telle, de façon à faire peur et à casser le mouvement. Ils ont réussi. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique, Laurie. Oui. En Virginie, un professeur a été suspendu après avoir critiqué les changements de sexe et la théorie du genre en conseil scolaire. Est-ce que vous avez un commentaire? C'est beau la liberté. Ça existe la liberté? La liberté d'opinion, ça existe? Il a raison ce professeur. Tout de même, quelqu'un qui a eu le courage de défendre ses idées. C'est hallucinant, vraiment. On se rend compte à travers de ce genre d'informations à quel point les grands pays de l'Occident sont tenus par une mafia de détraqués sexuels. C'est la thèse de LGBT. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, parler d'un père et d'une mère, c'est quasiment se déclarer comme si on était nazi, fasciste, etc., etc. C'est un crime. Un crime, oui, contre la République et ceux qui la dirigent. Et là, il avait osé affirmer qu'un garçon biologique ne pouvait pas être une fille. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, on peut violer la nature, c'est évident. Il suffit de donner des hormones au malheureux qui est soumis à ce genre de choses. De toute façon, dans la nature, il y a toujours des êtres hybrides qui sont en souffrance indéniablement. Mais ce n'est pas en agissant comme ça qu'on va régler leurs problèmes. Non, il semblerait qu'aux États-Unis, il y a une grande mode actuellement de donner des médicaments pour stopper la puberté. Ah oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a déjà quelque temps maintenant, suite à une question, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais enfin, ça tournait autour de ça. J'avais signalé que, alors que des grands-parents
s'opposaient au projet de changement de sexe de leur petit-fils ou petite-fille, je ne sais plus. C'était les parents qui l'avaient imposé. Donc voilà. Quand on commence à perturber l'esprit des seniors, des responsables paternels, maternels, on arrive à ce genre de situation. Était-ce la volonté du gosse? Je n'en sais rien. Et même si c'était sa volonté du gosse, c'est pas parce que c'est sa volonté qu'il faut le faire. On va passer une question. Je voudrais, pardon, excusez-moi, mais je voudrais tout de même insister sur un aspect. Et croit-on qu'en faisant changer de sexe un individu, qu'il soit jeune ou moins jeune, on va le rendre plus heureux? Est-ce qu'on ignore le nombre de suicides qu'il y a parmi ces gens qui ne se sentent finalement ni l'un ni l'autre, ou qui ne sont pas d'accord avec leur changement de sexe? Mais pourquoi pas revenir à l'ancien? Non, et on est en pleine. Dès qu'on commence à jouer avec Dame Nature, attention, il y a de la casse. Et c'est l'être humain qui paye. On va aborder ce qui était une théorie du complot auparavant. Parce que, alors, selon la Financial Times, des chercheurs allemands auraient réussi à trouver une explication au phénomène des thromboses qui a conduit nombre de pays à prendre leur distance avec les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Est-ce que vous avez vu cette information et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disaient que c'était une théorie du complot? Alors, c'est très intéressant justement parce que ça met en lumière et ça conforte encore tout ce que les professeurs Montagnier, Perron et autres signalent régulièrement de plus en plus souvent. Et je vais tout de même me baser justement sur l'information, un petit résumé de cette information pour que l'on comprenne quel est le fond du problème. Alors, ce qui a été découvert, c'est que les vaccins ont été conçus de telle sorte que cet adénovirus entre dans le noyau de la cellule. Donc, il y a une invasion des cellules de l'être humain par les éléments constitutifs du vaccin. Et à partir de là, une fois dans l'intérieur du noyau cellulaire, certaines particules qu'on appelle aujourd'hui la protéine spike, ce qui veut dire la protéine pointue, spike ça veut dire pointu, se briseraient ou épuiseraient, créant des versions mutantes incapables de se lier à la membrane cellulaire ou à l'immunisation, où l'immunisation doit avoir lieu. Donc là, on retourne quelque peu sur justement ce que dénonçait le professeur Montagnier, disant que c'était les vaccinés qui provoquaient les mutations. Vous voyez, tout tourne autour de ça. Et cette protéine spike, justement, semble être l'élément nocif, hyper dangereux, qui, en fait, modifie la cellule de tout être humain qui est vacciné. Donc, c'est quelque chose de tout de même très, très dangereux. Et alors, bon, encore quelques petites notes à ce sujet-là. Ces protéines mutantes, donc la protéine spike flottée alors dans le corps, déclenchant des caillots sanguins chez environ une personne sur 100 000. Bon, on pourrait dire, bon, c'est bien un peu de choses sur 100 000, c'est pas énormément. Mais on est combien de millions d'habitants? Ça fait donc plusieurs centaines de milliers de personnes qui en pâtiraient. Et encore, on ne connaît pas tout encore de toutes les conséquences, on n'est qu'au début de la chaîne. Oui. Donc, alors, le morceau viral d'ADN n'est pas optimisé pour être transcrit à l'intérieur du noyau, écrivent ces scientifiques dans leur étude qui a été relayée par le Financial Times. Bon, évidemment, c'est un petit peu du charabia, même pour moi, parce que c'est pas du tout ma spécialité, mais en tout cas, on a le dessous de l'affaire,
Il y a quelque chose qui est injecté avec les vaccins qui est nuisible pour nos cellules. C'est ça le résumé de cette histoire. Et je répète, ce qui confirme la mise en garde du professeur Montagnier. Le professeur Montagnier qui est traité de complotiste de tous les côtés. C'est très simple. Et c'est ça qui me ravit, si je peux dire. C'est que quand on dit quelque chose qui ne plaît pas au maître du monde, on est des complotistes. Alors, si on était des complotistes, des menteurs, c'est ça qui est sous-jacent pour eux, à leurs yeux, ce qu'ils voudraient faire croire, mais qu'ils démontrent que nous nous trompons. Mais non. Pas la moindre démonstration que l'on se trompe, simplement l'affirmation, vous êtes des menteurs, vous êtes des complotistes, c'est un peu court. C'est comme sujet des protocoles des sages de Sion, par exemple. Hein, petit rappel. C'est un faux. Ah oui, vous connaissez ma réponse. Si c'est un faux, bon, moi je veux bien, pourquoi pas. Mais comment c'est-il que c'est faux et dans tout ce qui était écrit et annoncé, ce soit vécu étape par étape tel que c'était annoncé? Alors, où est l'erreur? Et les protocoles sont loin d'être les seuls textes de ce genre-là. Oui, il y en a d'autres. De toute façon, vous les trouverez aussi dans mon dernier livre, de l'ordre Abchaos au Nouvel Ordre Mondial. Donc voilà, ils sont incapables de répondre à ce genre d'argumentation. Donc, c'est simple, complotiste, menteur, etc., fabricateur, etc. Oh, c'est tellement pratique. C'est ce que fait, par exemple, un individu que j'ai particulièrement en horreur, c'est Pierre-André Taguieff, c'est toujours la même chose. C'est celui qui dit constamment, pour se faire bien voir d'une certaine communauté, je ne sais pas s'il appartient ou pas, j'en sais rien, que les protocoles, c'est le célèbre faux des protocoles des sages jours. Et célèbre, oui, ben, pour une raison très simple, c'est qu'il annonçait ce que la société a vécu depuis lors. Et vous verrez tous les autres textes que je cite, textes de même origine, démontrant le même noyau de véritables complotistes, là, des complotistes contre la société. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Et ils sont tous dans le même sens, tous. Alors, où on en tient compte, et on se ferme, on se bouche les yeux et les oreilles, évidemment, c'est plus commode. J'en appelle à la responsabilité de chacun, parce que leur avenir en dépend. Alors, j'ai une question de dernière minute. Est-ce que vous avez vu que la candidature d'Éric Zemmour au présidentiel de l'année prochaine se dessine de plus en plus? Il y a des groupes de soutien, des sites internet qui ont vu le jour, des pétitions. Tout à fait. J'ai vu aussi qu'il aurait l'intention de prendre comme conseiller stratégie Patrick Stefanini, oui, qui avait été le conseiller de François Fillon. Oui. Donc là aussi, il y a un petit clin d'œil pour assurer le public vers la droite. Alors, le problème de cette candidature, c'est que en fait, c'est une machine de guerre, à mon avis, de Macron. Tous les deux ont la même origine. Oui. Pas besoin d'un petit dessin. Et parce que les deux cibles que cette candidature vise, c'est Marine Le Pen et c'est le candidat des Républicains. Oui. C'est sur ces deux publics-là qu'il va mordre. Donc, enlever des voix pour permettre le passage une fois de plus de Macron. Oui, parce que surtout, alors je ne sais plus, je ne sais pas si c'était sur RTL ou BFM, bon, il y a un site que j'ai vu que normalement, Éric Zemmour était incité à participer aux primaires de la droite, notamment avec les Républicains et compagnie.
Donc, c'est clair et net, c'est pour anéantir. Le problème, c'est qu'il ne fait pas partie des Républicains, que je sache, donc je ne vois pas de quel droit il pourrait faire partie des primaires. Lorsqu'il y a eu les primaires des Républicains qui ont amené triomphalement au premier rang François Fillon, c'était tous des candidats qui étaient inscrits déjà depuis longtemps aux Républicains, qui suivaient l'UMP, etc., donc les différentes étiquettes évolutives de ce mouvement. Mais là, Zemmour est en dehors, c'est un électron libre pour l'instant. C'est un électron libre, une espèce de boule dans le jeu de quilles, façon bousculer quelques quilles dérangeantes pour Macron. Et ces deux quilles, c'est Marine Le Pen et éventuellement Bruno Retailleau. C'est ça qui a de sous-jacent à la manœuvre. Et il peut se présenter aux primaires de la droite comme candidat de droite libre, parce que les primaires de la droite, c'était les candidats des Républicains, c'était Monsieur Poisson, me semble-t-il, et quelqu'un d'autre dans ce genre, mais il peut. Je pense que c'est exactement pour torpiller tout ce qui vient des Républicains, etc., pour ouvrir la voie à Macron. Ça, c'est évident. Bon, mais je ne sais pas si ça va marcher comme ça, parce que tout de même, en ce moment, j'ai signalé tout à l'heure à propos de Estrosi et de Falco, les maires de Nice et de Toulon, que tout de même, les Républicains n'avaient pas accepté des listes communes avec la République en marche. Donc, exit les deux personnages. Donc, il y a eu un nettoyage de fait. Donc, les meilleures stratégies imaginées ne sont pas toujours censées marcher. On verra. Tout va dépendre de la détermination au sein des Républicains et qui, finalement, mènera la danse. Mais je répète, ce Zemmour est un élément particulièrement dangereux. Et dangereux par sa nocivité propre, personnelle, et dangereux de par la bêtise de nos milieux qui le prennent pour un sauveur de la France. Et le type qui ment sur l'histoire de France comme c'est pas possible. L'individu qui vous parle de Saint-Louis, roi juif. L'individu qui vous dit que de tout temps, Israël a la France, alors qu'Israël n'existait pas encore, et la France était vice-versa à l'image l'un de l'autre, un truc comme ça. Mais il y en a... Reprenez les différentes citations que j'ai données à plusieurs reprises, justement, de ce Zemmour. C'est un falsificateur de l'histoire de France pour soutenir sa thèse. Voilà, c'est tout. Alors, il faut vraiment toute la bêtise de nos milieux, encore une fois, et de certains traîtres de nos milieux, tout au moins qu'on croyait de nos milieux, Jean Rissen, pour faire le lit de ce genre d'individu. C'est pour ça que j'avoue, et je répéterai encore une fois, que j'ai particulièrement apprécié l'entretien de Soral, où il a tout de même gentiment, façon de parler, réglé son compte à Rissen. Et c'est pour ça aussi qu'une fois de plus, je regrette que Jérôme Bourbon soutienne Rissen contre Soral. Rissen qui n'est pas zémourien, apparemment. Oui, c'est ça, oui, il n'est pas zémourien. Le bonhomme qui pleurniche au tribunal, comme l'a révélé Soral, il ne parlerait plus jamais d'un groupe à 4 lettres. Suivez mon regard. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux et voilà, on a des organes que l'on croit de nos milieux qui devraient mener un certain combat et qui mélangent tout, qui troublent tout, qui finalement sont nuisibles. Navré de dire cela encore à l'adresse de Jérôme Bourbon. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous, concernant un de nos amis, est-ce que vous avez vu les commentaires concernant notre amie Diane?
sur YouTube, notamment. Alors, je ne les ai pas lus parce que je n'ai pas le temps d'aller sur tous ces trucs-là pour lire ce que disent, ce que l'on dit de moi ou pas. D'abord parce que je m'en contrefiche éperdument. Et je dis ce que j'ai à dire, ça plaît pas. Ça me laisse totalement froid et indifférent. Et je crois que c'est vous-même, entre autres, qui m'avez signalé la chose. Alors, il est évident que dans tous ces réseaux sociaux, il y a des petits malins ou des gens carrément tordus, qui essayent de jeter l'huile sur le feu, de lancer les uns contre les autres. Donc, ils voudraient bien faire croire que Diane nous a lâchés, ce qu'il faut. Diane sera parmi nous le 19 juin, lors de ma prochaine conférence à Paris, qui recommence. Ça fait plaisir de vous l'annoncer. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et elle nous a dit, parce qu'elle a ses raisons, et je l'accroche, je n'ai pas à rentrer, pas plus qu'elle, à rentrer dans le détail de ce qui l'a motivé. Elle nous a demandé un répit de 2 mois. Point. Mais ceci dit, j'ai aussi le plaisir et aussi de la remercier. Elle s'occupe toujours de la vente de mes livres sur eBay. C'est elle qui assume le travail. Donc voilà, pour rassurer les idiots qui disent tout et n'importe quoi et pour couper le sifflet aux petits salopards qui essayent de brouiller les pistes. Et d'ailleurs, mon commentaire, je pense, fera plaisir à Soral, puisque lui-même se plaignait de tous ces petits nocifs nuls qui s'excitent sur les réseaux Internet, qui ne servent strictement à rien, simplement à bavoter, à inventer des choses pour se faire valoir. C'est un public, si on pouvait les tenir, un public, si on pouvait les tenir, je vous garantis que ça ne se passerait pas très bien. Voilà ce que j'avais à répondre. Et voilà, M. Plancard, nous avons terminé. J'ai une dernière question. Dernière question qui était aussi impromptue. On a découvert aujourd'hui que Kylian Mbappé, qui est un footballeur attaquant du PSG, est revenu sur sa fierté d'être français et a posé la question suivante à l'Obs, visiblement. Pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers d'être français? Parfait. Et il a dit il faut être fier de son pays. Bien sûr, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Alors, puisque vous parlez de Mbappé, donc joueur de football, qui est d'ailleurs un bon joueur, c'est incontestablement, c'est un très bon joueur, je voudrais vous signaler une anomalie qui m'a semblé tout de même assez curieuse, mais qui ne m'étonne pas particulièrement, parce qu'à mon avis, c'est une histoire politique. C'est le retour de Benzema dans l'équipe de France. Alors Benzema, c'est un curieux bonhomme. C'est d'abord le type qui soit ne chantait pas la Marseillaise, c'est pas que je sois amoureux de la Marseillaise, enfin c'est tout de même considéré comme étant l'hymne national, et quand on joue sous les couleurs de l'équipe de France, le moins que l'on puisse faire, quand on soit républicain ou pas républicain, c'est de chanter la Marseillaise. Au lieu de ça, il la chantait pas, et même parfois on l'a vu cracher après la Marseillaise, cracher par terre. Pas soutenir qu'il n'ait pas beaucoup marqué de but dans l'équipe de France à chaque fois qu'il a été sélectionné. Donc, Didier Deschamps, le sélectionneur, le rappelle, et là, petite sonnette dans mon esprit, tiens, pourquoi est-ce que Didier Deschamps, qui pourtant ne l'aime pas, pour des raisons personnelles, parce que Benzema l'avait traité de sale raciste, entre autres choses, pour ne pas l'avoir sélectionné déjà à une certaine époque. Et comment se fait-il que Benzema ait été finalement repris à l'équipe de France? Il ne faut pas oublier non plus que Benzema est, je crois, toujours sous le coup de poursuites judiciaires parce qu'il avait menacé un de ses coéquipiers, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, un petit Français d'ailleurs, tout à fait français, qui avait
eu l'imprudence de filmer ses ébats amoureux avec son épouse, et la cassette était tombée entre les mains, et l'individu s'en vantait, et la cassette était tombée entre les mains de Benzema, qui a voulu en faire une arme de chantage envers son coéquipier et se faire du fric avec ça. Donc, il y a en principe toujours une action en justice contre Benzema à ce sujet-là. Et voilà l'individu que, apparemment bon gré mal gré, le sélectionneur a été obligé de reprendre. Et à mon avis, comme je disais à l'instant que pour moi c'était une affaire politique, c'est que alors que vous savez qu'il y a de plus en plus d'agressions de la police par certains membres d'une certaine communauté, d'immigrés, et peut-être que le pouvoir macronien escompte en réintroduisant Benzema, calmer un petit peu les ardeurs de ses représentants des immigrés. Je laisse ça à votre aimable réflexion. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Non, mais vous vous rendez compte. Voilà ce qu'on appelle en équipe de France. Bon. Nous avons terminé pour aujourd'hui cet entretien. Merci à Laurie de ta participation. Merci beaucoup. Merci Laurie, le temps que vous avez été pris un petit peu au débeauté. Vous aviez pas mal d'obligations dont vous m'avez fait part. Merci. Bon, c'est tout de même plus agréable de pouvoir compter sur 2-3 personnes supplémentaires, parce que ça anime davantage, à mon avis, ça anime davantage l'entretien. Et j'espère que la prochaine fois, notre ami Pierre sera là. Et puis peut-être qu'il y aura un petit nouveau, mais ce ne sera pas immédiat. J'ai reçu, pas plus tard que ce matin, un coup de fil qui m'a agréablement surpris. C'était très tôt d'ailleurs, de façon inhabituelle, les coups de fil politiques. C'était vers 9h. Et c'est un jeune qui me disait, me suivre déjà depuis des années, et qui me disait, je trouvais ça charmant d'ailleurs, voilà, j'ai enfin osé vous téléphoner. Et voilà. Alors je lui dis, ah bon, d'accord, et pourquoi? Et il me dit, ben voilà, je suis nationaliste, je me sens nationaliste, je veux faire quelque chose pour mon pays, pour le défendre, et voilà. Alors je vais prendre contact avec vous pour que vous me disiez comment je peux vous aider. Alors bon, on discutait un petit peu, je lui ai expliqué. En principe, il devrait venir à notre prochaine conférence et on verra. Donc voilà, ça se renouvelle. Non, ça ne se renouvelle pas. Ça s'étoffe tous les jours, un peu plus. Donc on n'a pas de problème de recrutement. Ça vient tout seul et la logique sans appel de mes analyses, froidement, disant les choses telles qu'elles sont, ça attire les gens au milieu de ce magma indéfini de ce qu'on appelle nos milieux. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci de m'avoir fait penser à ça au travers de votre question. Voilà, chers amis, merci d'avoir posé ces questions très intéressantes et au prochain épisode. Et le prochain épisode, non, peut-être qu'il y en aura un autre avant de le faire à Paris. Je n'en sais rien. Tout dépendra de l'actualité. Voilà, donc bonne soirée à vous deux et merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.